La prochaine communication nous amène dans un domaine où on n'est pas habitué d'aller, c'est-à-dire on va s'ouvrir à de nouveaux territoires. L'adéquation formation-emploi. C'est Marcel Parr qui va nous faire cette communication-là. Marcel s'intéresse à l'apprentissage autonome depuis plus de 20 ans. Elle est détentrice d'une maîtrise en gestion de l'éducation et de la formation. Elle a produit un mémoire portant sur l'auto-formation ou l'apprentissage autodirigé en milieu de travail, qu'elle a adapté à l'éducation pour l'encadrement de modes d'apprentissage autonomes tels que l'enseignement individualisé, l'alternative travail-études et la formation à distance. Conseillère recherche et développement à la Société de formation à distance des commissions scolaires du Québec, la SOFAD, ces activités l'amènent à accompagner le réseau scolaire et à développer des partenariats éducatifs visant la mise en œuvre de services d'activités de formation à distance. Ce soutien aux établissements de la SOFAD fait partie du volet service expert de sa mission. Alors, Marcel, je te donne 40 minutes. Merci, Lise. Bonjour tout le monde. Bonjour aux gens à distance. Ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de changement. Et pour parler de changement, nous allons parler changement. Nous allons parler de pédagogie, nous allons parler de technopédagogie, mais nous allons surtout parler du rôle de la formation à distance, de la place qu'elle peut occuper dans un contexte d'adéquation formation-emploi. Vous comprendrez qu'on va parler davantage d'éducation des adultes, de formation professionnelle que d'éducation enfance, primaire et secondaire. Mais il y a des parallèles qui vont pouvoir se faire aussi au fur et à mesure de la présentation. Alors, on va jeter un petit coup d'œil sur l'offre de formation à distance à l'ordre secondaire au Québec, juste pour positionner la SOFAD et puis que vous compreniez un peu le mode d'organisation québécois scolaire. On va parler du marché du travail et de l'adéquation formation-emploi. On entend beaucoup parler du renversement de la pyramide des âges. Ici au Québec, au Canada, dans les pays industrialisés, on y est. Dans certains pays d'Afrique francophone, c'est plutôt le contraire. On arrive avec une jeunesse galopante qui va bientôt prendre les rênes du pouvoir. Mais ici au Québec, on a des particularités en rapport avec l'adéquation des besoins de main-d'œuvre et la population active. On va parler de la part de la formation à distance en tant que telle, mais aussi de la part de la formation à distance à d'autres modes de formation. Donc, on va élargir vraiment la vision qu'on peut s'en faire. Et on va jeter un coup d'œil, bien sûr, sur la formation à distance en tant que mode d'accès courant à la formation, quelques exemples de structures, de pratiques en évolution et quels changements pour la formation à distance on peut envisager. Alors, l'offre de formation au Québec, l'offre de formation éducative en général, 72 commissions scolaires qui offrent la formation initiale tant aux jeunes, aux adultes, tout ce qui est alphabétisation, francisation, la formation professionnelle également, relève de la formation initiale des commissions scolaires. Il y a aussi des organismes qui proviennent des commissions scolaires qui offrent la formation continue, 64 services aux entreprises, regroupés dans un consortium de services aux entreprises qui s'occupent de formation de base, formation sur mesure et maintien en emploi. La place de la formation à distance dans tout ça, eh bien, c'est une structure hybride au Québec. Donc, alors qu'auparavant, jusqu'en 1995, la formation à distance à l'ordre secondaire, donc tant pour la formation des adultes que la formation professionnelle, était donnée par le ministère de l'Éducation. Et il y a eu une décentralisation en 1995 pour créer un organisme central qui est la SOFAD, qui est nous, qui avons pour mission de concevoir le matériel d'apprentissage pour la formation à distance et d'offrir des services experts pour la formation à distance. Et la responsabilité de donner la formation à distance est laissée aux établissements. Donc, eux, ils ont la responsabilité de dispenser la formation, d'offrir l'encadrement. C'est une structure qui fait en sorte que, contrairement à une université, par exemple, ou un collège qui a ses élèves, qui a ses tuteurs, qui conçoit son matériel dans un tout intégré avec des politiques internes et tout ça, nous, c'est une structure hybride qui comporte ses inconvénients, mais qui comporte également ses avantages, puisqu'on a chacun notre zone d'expertise. Et au Québec, la formation à distance se dispense
en formation générale des adultes et en formation professionnelle. Il y a peu encore d'activités de formation à distance à la formation générale des jeunes pour toutes sortes de raisons. On commence à en faire au niveau des cours d'été, des rattrapages, et la réflexion est poursuivie de façon assez intensive sur le devenir de la formation à distance aux jeunes. Maintenant, quelques statistiques pour vous montrer qu'il y a une évolution constante depuis que nous sommes en opération à la SOFAD en 1995 et depuis que la formation à distance est dispensée dans les établissements. En formation générale, une augmentation constante. Vous remarquez un léger plafonnement là, depuis les années 2009-2010 et en formation professionnelle, quand même un essor assez marqué, je dirais, contrairement à la formation générale, dans justement les années 2009-2010. Je vais apporter quelques chiffres ici. C'est environ 60 000 inscriptions en cours annuellement et 30 000 élèves. Et ce ne sont pas toutes les 72 commissions scolaires, mais 46 commissions scolaires qui donnent la formation à distance. On voit ici, en formation générale, le nombre d'inscriptions, le nombre d'élèves. Formation professionnelle, même chose. On voit que la courbe ascendante est un petit peu plus marquée au niveau de la formation professionnelle. Maintenant, je vous amène en adéquation formation-emploi dans des perspectives un petit peu plus socio-économiques. Hein, tout le monde ici, on est interpellé au Québec, au Canada, par le renversement de la pyramide des âges, par le besoin de main-d'œuvre. Et une étude qui date de 2014, qui est faite par le ministère par Emploi Québec, ministère de l'Emploi, du Travail et de la Solidarité sociale, a, en 2014, indiqué qu'il y avait au-delà de, bon, on vous dit environ, c'est maintenant changé, là, il y a une nouvelle étude en 2016, mais au moment où je veux vous amener, 2014, 1 400 000 postes à pourvoir. On dit aussi que l'augmentation du besoin d'emploi est plus grand que l'augmentation de la population active. Donc, on prévoyait déjà un besoin pour combler les besoins de main-d'œuvre. Un emploi sur 6 en formation professionnelle. 13 DEP, diplômes d'études professionnelles, en déficit d'inscription. Ça veut dire ça que non seulement l'augmentation des besoins en emploi est manifeste, mais en même temps, il y a des programmes d'études pour lesquels il y a des déficits d'inscription pour toutes sortes de raisons. Soit parce que les établissements sont bondés, il y a il n'y a pas assez de place pour accueillir tous les élèves, soit parce qu'il y a des programmes d'études qui sont tout simplement boudés, moins intéressants pour certains élèves. Alors, il y a eu un grand mouvement pour augmenter l'offre de formation et ça ne se fait pas seulement ça, en agrandissant des écoles parce que ça coûte cher. Le béton, agrandir les écoles, c'est assez dispendieux. Ça ne se fait pas non plus seulement en faisant de la promotion. Ça se fait aussi en donnant de nouveaux accès et vous voyez arriver ici de nouveaux accès par la voie de la formation à distance. Donc, augmenter l'offre et augmenter aussi le recrutement en formation, c'est-à-dire augmenter le nombre de personnes qui pourraient être intéressées de venir en formation. Ça veut dire aussi que la formation à distance peut être attractive également dans sa façon d'être dispensée. Donc, on a vu des personnes qui ont présenté beaucoup d'aspects depuis hier. On a eu M. Carcenti qui nous a présenté toutes sortes d'outils simples, faciles d'usage pour créer des façons de relier nos apprenants avec leurs besoins de formation. Maintenant, on parle aussi d'un plan stratégique qui contenait plusieurs enjeux, dont le premier concernait directement l'adéquation entre les compétences de la main-d'œuvre et les besoins des entreprises. C'est certain que nous, du monde de l'éducation, on défend le point de vue que l'éducation n'a pas qu'un rôle marchandisable ou qu'un rôle économique pour convenir aux besoins et aux profits des entreprises. Cependant, les personnes que l'on forme seront des citoyens compétents, des citoyens apprenants qui auront à travailler dans des entreprises. Donc, si on le regarde de ce point de vue-là, au niveau du plan stratégique, la question de la rareté de la main-d'œuvre a été précisée. On ne sait pas tellement que la main-d'œuvre ne sera pas là, c'est vrai qu'il y en a moins,
Mais c'est qu'on a besoin de plus en plus de main-d'œuvre qualifiée à cause de la technologie, à cause, on entend parler de l'industrie 4.0, à cause de toutes les transformations que vivent les industries manufacturières de tout type, mais même les entreprises de services. Donc, on a besoin de main-d'œuvre plus qualifiée qu'auparavant. Et on a besoin également d'une plus grande adaptation aux exigences changeantes du marché du travail. Alors ça veut dire qu'il faut se former davantage et qu'il faut continuer de se former. On le savait, là, depuis, on ne travaille plus de la même manière qu'il y a 20 ans, là. On se forme continuellement. Et ça veut dire on se forme. Est-ce qu'on se forme de façon informelle, sur le tas, comme on disait? Ben oui, ça existe encore. D'ailleurs, il y a de plus en plus de chercheurs qui s'intéressent à cartographier l'acquisition des compétences informelles dans l'entreprise, parce qu'on sait que dans l'informel, il y a beaucoup de compétences qui se développent. Mais il y a aussi des façons de formaliser la formation, dont la formation à distance. Alors, deux grands objectifs: intégrer tous les bassins de main-d'œuvre, c'est-à-dire autant la main-d'œuvre en emploi que la main-d'œuvre au chômage, que la main-d'œuvre immigrante, que la main-d'œuvre pour toutes sortes de raisons de précarité, de pauvreté, la main-d'œuvre dite éloignée du marché de l'emploi. Donc, intégrer tous les bassins de main-d'œuvre et soutenir les compétences de base, les compétences intermédiaires, les compétences techniques et les compétences plus évoluées, tant en formation initiale qu'en formation continue. Un vaste chantier. Évidemment, le ministère du Travail et le ministère de l'Éducation se parlent, mais il y a des liens encore à tisser et qui demeurent à tisser. Premier élément où je vous amène: favoriser le recours aux stages en milieu de travail. En 2015, c'est pour ça que je vous ai présenté les statistiques qui datent de 2014, malgré qu'il y en a des plus récentes, parce qu'il y a un continuum de temps là. En 2015, le plan économique du Québec, c'est-à-dire le budget du gouvernement du Québec, a prévu notamment de favoriser le recours aux stages en milieu de travail. Prévoit investir une somme de 30 millions de dollars au cours des 5 prochaines années, donc de 2015 à 2020, pour favoriser le recours aux stages en milieu de travail. Et de son côté, le ministère de l'Éducation a mis en œuvre des projets pilotes. Ils ont été annoncés pas plus tard qu'il y a environ 3 semaines ou un mois. Il y a 10 projets pilotes actuellement qui vont travailler à mettre en œuvre de nouveaux modèles pour l'organisation des stages. On appelle les stages accrus. Et l'objectif étant d'en arriver à 50 des heures d'un programme d'études réalisé en milieu de travail. Ce n'est pas rien. Et ce n'est pas dire du même souffle de déléguer l'entière responsabilité à l'entreprise non plus. Alors, il y a des partenariats éducatifs à mettre en œuvre entre le monde scolaire et le monde du travail pour en arriver à atteindre des stages en entreprise à hauteur de 50 d'un programme d'études. Je vous le dis tout de suite, là, c'est pas demain la veille qu'on va arriver là, bien qu'on sache qu'il y a des initiatives au Québec déjà où il y a 60 80 des heures d'un programme d'études données en stage dans le cadre de partenariats très spécifiques qui ont été construits entre le monde scolaire et le monde du travail pour des motifs très particuliers, par exemple des entreprises en région qui ont un impact sur l'emploi dans leur région, qui ont fait vraiment des partenariats très serrés avec les milieux scolaires. Mais cela dit, on peut tout de même, tout en questionnant les façons de fonctionner, on peut tout de même arriver à croire que le monde de l'éducation sera en mesure de baliser des stages à une hauteur accrue jusqu'à se rendre jusqu'à éventuellement 50 des heures d'apprentissage en milieu de travail. Et ces apprentissages-là sont de deux types. On parle de stages de mise en œuvre de compétences, c'est-à-dire aller mettre en œuvre en milieu de travail des compétences qui ont déjà été acquises et sanctionnées en milieu scolaire, donc ils vont se pratiquer. Ça augmente leur employabilité, ça donne une expérience avant
une expérience du marché du travail avant la diplomation. C'est très, très intéressant. Et il y a aussi des stages d'acquisition de compétences, c'est-à-dire que là, il y aura des éléments d'un programme d'études qui seront acquis directement en milieu de travail. Donc là, le partenariat éducatif est encore un petit peu plus élaboré et nécessaire et toute la notion de suivi en milieu de travail doit être hautement valorisée. Vous me voyez venir avec la formation à distance. Quand on parle de changement, qu'on dit que la formation à distance sort des sentiers battus, eh bien, quel est l'apport de la formation à distance à l'accroissement des stages dans l'entreprise? Bien, quand on parle d'intégrer tous les bassins de main-d'œuvre, quand on parle aussi de soutenir le développement des compétences en formation initiale et en formation continue, bien, on parle de réaliser des apprentissages dans l'entreprise, mais ces apprentissages-là, ce ne sont pas que des apprentissages pratiques. On ne peut pas dire des apprentissages théoriques en milieu scolaire et des apprentissages pratiques dans l'entreprise. On ne serait plus vraiment dans une approche par compétences. Bien entendu, les apprentissages en milieu de travail ont une prépondérance davantage pratique, mais il y a des liens à faire avec des notions plus théoriques. Donc, il y a certainement lieu d'avoir dans l'entreprise des cours à distance qui permettront, d'une part, d'un point de vue pragmatique, d'atteindre le 50 si tant est que cet objectif-là deviendra obligatoire. Donc, ça va permettre d'augmenter le nombre d'heures. Ça va permettre aussi, dans l'entreprise, aux stagiaires de référer à des notions plus théoriques ou de référer à des notions antérieures qu'ils aimeraient revoir pour réaliser les apprentissages à venir. Donc, l'apport de la formation à distance se situe fortement à ce niveau-là. Il ne faut pas oublier aussi qu'au Québec, on est majoritairement là, dans la petite et la moyenne entreprise, mais il y a beaucoup de petites entreprises au Québec, des petites PME. Et bien entendu, on assiste là à un partenariat entre deux logiques très distinctes. Le milieu scolaire, on parle d'une logique éducative, et le milieu du travail, on parle d'une logique productive. Et c'est sûr que ces deux milieux-là ne peuvent pas devenir l'un ou devenir l'autre, mais le lieu où le partenariat va s'exercer, il y a là une façon de travailler, de mettre en commun les efforts pour que les apprentissages se réalisent d'une façon concrète, expérientielle. Bien entendu, dans la petite entreprise, il peut arriver qu'il y a des urgences. Et, ben là, moi, je ne suis pas capable de m'occuper de mon stagiaire ce matin, je n'ai pas le temps de m'en occuper. Ben, regarde, il y a de la belle formation à distance à faire. On peut l'affecter à certains moments à des formations qui vont permettre en même temps de dégager l'entreprise de ses tâches de supervision parce que il y a une logique productive, l'entreprise ne se mettra pas en faillite pour accueillir un stagiaire. Alors, tout ça, ce sont des avantages certains du rôle de la formation à distance pour compléter, pour bonifier, pour même constituer des apprentissages réels en milieu de travail. Là, vous allez me dire, oui, mais il faut quand même revenir en milieu scolaire pour effectuer des apprentissages comme la santé-sécurité. Et non, si on pensait à 180 degrés, pourquoi ne pas monter une belle formation en ligne à distance santé-sécurité que l'élève ou que l'apprenant utiliserait directement dans l'entreprise? Quel beau lieu d'application pour lui. Alors, il faut vraiment le penser différemment. Donc, la formation à distance pour des apprentissages directement dans l'entreprise et la formation à distance, un deuxième point, pour le suivi des stages. Parce qu'il faut bien penser que si l'école partage une certaine responsabilité dans l'acquisition des compétences, elle ne partage pas toutes les responsabilités et elle demeure maître d'œuvre. Alors, elle doit s'assurer que le stagiaire réalise les apprentissages qui doivent être faits et que les postes de travail qui lui sont offerts sont convenables, que l'encadrement qui est apporté par l'entreprise, l'intégration et toute la supervision qui est accordée par le superviseur est adéquate et lui permettent d'apprendre. Ce suivi-là, lorsqu'on est dans une situation de stage à hauteur de 30, 40 et 50 doit se faire avec des moyens un petit peu plus raffinés qu'être toujours sur la route et prendre sa voiture et manger des kilomètres. Donc, encore ici, on parle
de l'usage, je dirais plutôt à ce moment-là, du numérique que de la formation à distance, mais ce sont des technologies qui sont reliées à la distance, de l'usage du numérique pour réaliser des apprentissages, pour réaliser, c'est-à-dire le suivi des apprentissages en milieu de travail. Donc, on parle de création de ressources, des objets d'apprentissage, des cours complets, que ce soit du matériel imprimé, numérique, en ligne, mais surtout des ressources référençables et réutilisables. Parce qu'il peut arriver que les ressources que nous allons développer pour la formation à distance dans l'entreprise, pourquoi ne les réutiliserions-nous pas en établissement? C'était difficile à dire, hein, mais c'est super venu. Donc, tout ça, il faut toujours se placer dans une logique pour être au service du citoyen apprenant. Parce qu'on a parlé des gens qui magasinent, leur formation, mais il faut aussi se positionner dans une perspective de service à des personnes qui sont sur le marché du travail, qui sont en vue d'atteindre le marché du travail. Ce sont des citoyens qui vont apprendre continuellement jusqu'à la fin de leur vie. Alors, ils n'apprendront pas comme des parfaits autodidactes, mais ils vont apprendre avec les supports, les outils et les ressources qu'on va bien vouloir leur offrir. Je voudrais aussi terminer cette section-là en parlant en parlant de deux statuts. De façon traditionnelle, quand on parle d'alternance travail-études, on parle d'un élève qui va réaliser, d'un étudiant qui va réaliser des apprentissages en milieu de travail. Maintenant, avec les besoins de formation continue de la main-d'œuvre, avec le besoin d'adéquation formation-emploi, on va parler de travailleurs aux études. Et on commence à voir poindre, alors qu'avant, tout ce qui était formation des travailleurs était considéré comme de la formation continue. Maintenant, ça commence à être considéré comme aussi de la formation initiale. Donc, on va voir des travailleurs de l'entreprise s'inscrire dans un programme d'études de formation initiale et le réaliser par alternance travail-études conjoint avec la formation à distance. Donc, c'est une innovation, un changement très, très important, autant pour l'entreprise que pour le milieu scolaire. Alors, je vous donnais un exemple, c'est écrit très petit, là, mais c'est pour vous dire, un plan de formation en entreprise, bien, on va distinguer le nombre d'heures qui vont être faites en milieu scolaire et le nombre d'heures qui vont être faites en entreprise. Et ce nombre d'heures-là en entreprise va être lui-même distinct entre des heures qui seront faites à distance directement dans l'entreprise et des heures qui seront faites en activité pratique. Et je vous parlais d'outils de liaison numérique. Dans le jargon de l'alternance, on va parler de carnet de liaison, qui est un outil qui met en lien, en tant qu'à réel, et réel si on est en ligne, le stagiaire, l'enseignant et le superviseur. Donc, le stagiaire, avec les technologies qu'on connaît, pourrait même se filmer en train d'exécuter une procédure, le déposer sur son carnet de liaison. Le superviseur peut en prendre connaissance, l'enseignant peut en prendre connaissance, il peut déjà commenter, etc., etc. Si le milieu scolaire est équipé avec un LMS, tout environnement numérique d'apprentissage performant est capable d'encadrer ça aussi. Alors, la formation à distance en soutien à l'alternance travail-études. Maintenant, la formation à distance en soutien à la reconnaissance des acquis et des compétences. Pour les personnes qui ne sauraient pas trop ce que c'est la reconnaissance des acquis et des compétences, le principe étant que, et celui-là, nous n'avons pas à réapprendre ce que nous savons déjà. Donc, des personnes qui ont déjà une longue expérience en milieu de travail pourraient vouloir se voir reconnaître des acquis pour soit se maintenir en emploi, soit obtenir une promotion et soit même poursuivre un programme d'études qui va mener à une nouvelle diplomation. C'est le cas aussi des personnes en provenance de l'immigration qu'on doit reconnaître les acquis pour qu'ils puissent se trouver une place au soleil chez nous lorsqu'on les accueille. Il y a des éléments de la reconnaissance des acquis au niveau de la démarche et puis au niveau aussi, lorsqu'une personne souhaite poursuivre sa formation, des éléments au niveau de la formation manquante qui pourraient être fortement appuyés par la formation à distance. Différents organismes que je vous nommais ici, CERAC, ce sont des centres d'expertise en reconnaissance des acquis. Il y en a quelques-uns dans les commissions scolaires. Vous en avez aussi dans ceux qui sont dans le milieu collégial,
également, des organismes comme Qualification Montréal, des organismes reliés à des offices de ressources humaines dans différents marchés. Alors, quelle est la part de la formation à distance à la démarche de reconnaissance des acquis? Bien, même chose, des ressources d'apprentissage, des objets, des cours imprimés, numériques en ligne, toujours dans l'optique d'intégrer tous les bassins de main-d'œuvre et de soutenir le développement des compétences. Et je vais vous amener vers les étapes de la démarche de reconnaissance des acquis. Outre l'accueil, la personne qui veut se voir reconnaître des acquis doit préparer son dossier. Elle fait une propre auto-évaluation de ses compétences. Elle est guidée par le milieu scolaire pour ce faire. L'étape de préparation du dossier pourrait se faire de façon numérique, très, très facilement. Il pourrait y avoir un portail, que ce soit local, régional ou même un portail national pour procéder. Ça n'enlèverait pas l'intérêt de recevoir les personnes en entrevue parce qu'il y a des besoins aussi qui sont bien servis par une entrevue en mode présentiel. On comprend que tous les signaux, tout le décodage, notamment pour les personnes qui ont des difficultés avec la langue, qui ne maîtrisent pas encore la langue du pays d'accueil, ont besoin d'être accompagnés de façon un petit peu plus près. Mais il y a lieu de vérifier qu'est-ce qui serait intéressant de faire grâce au numérique pour la préparation du dossier. Il y a une entrevue de validation. Alors, avec les outils technologiques qu'on a maintenant, on est capable de faire des entrevues de validation en ligne avec Skype et tout. Au besoin, dans les régions plus peuplées, bon, Montréal et les grandes villes, on peut se déplacer plus facilement, mais des fois, ça peut être utile dans des régions où les territoires sont plus vastes. Mais où il y a le plus grand intérêt de la formation à distance en soutien à la reconnaissance des acquis, c'est bel et bien pour l'acquisition des compétences manquantes. Parce qu'il faut bien se rendre compte que les personnes qui souhaitent passer par une démarche de reconnaissance des acquis, la plupart du temps, ce sont des personnes qui travaillent. Alors, on peut les inviter à venir chez nous le soir dans nos centres, à venir 2 soirs, 3 soirs par semaine à suivre la formation manquante. Bien, ces gens-là, ils doivent vivre eux autres aussi, faire le souper, puis coucher les bébés et tout ça. Alors, la formation à distance est une belle, belle avenue pour les personnes qui désirent poursuivre une formation manquante suite à un processus de reconnaissance des acquis. Encore là, on a dit, on produit des outils, des ressources qui sont réutilisables. Si une personne veut se voir reconnaître des acquis en secrétariat ou en comptabilité, bien, ces outils-là qu'on va développer, ce sont des outils qu'on pourrait utiliser également pour l'alternance travail-études lors de la formation à distance dans l'entreprise et qu'on pourrait, pourquoi pas, utiliser dans l'établissement également, en enseignement traditionnel ou en enseignement individualisé. Je reprends ici le diagramme qui a été présenté hier par mes consoeurs de l'Université de Montréal, qui vient d'une typologie compétiste du ministère de l'Éducation français, présentiel enrichi, utilisation de multimédia en classe. Présentiel augmenté, un peu sous le modèle de la classe inversée, des ressources en amont, en aval du cours. Présentiel allégé, dispositif mixte, à distance, en présence. Dispositif réduit, même chose, mais avec un plus grand nombre d'activités à distance. Présentiel inexistant, totalement à distance. Alors, il y a plusieurs modèles, dispositifs. Nous, dans notre réseau, il y a une présence obligatoire, donc on a plus ou moins là, de souplesse, mais il y a une réflexion quand même qui se poursuit au point de vue du ministère quant à la façon de pouvoir diversifier notre offre de formation. Donc, la formation à distance en tant que telle, des changements, des transformations dans notre réseau, de penser à faire de la formation à distance dans des dispositifs mixtes, ce seraient des changements qui seraient très, très, très appréciés, notamment pour convenir à une approche andragogique avec des adultes, mais également avec des jeunes aussi. Donc, transformer nos pratiques de formation à distance, synchrone, asynchrone, hybride, on assiste à je dirais, une diminution, sinon bientôt une disparition quasi des frontières entre la distance et la présence des classes mixtes et tout ça. Alors, ces approches-là sont à baliser avec le personnel enseignant, avec le personnel professionnel, pour habiliter
les gens qui interviennent en formation à distance de façon synchrone, de façon asynchrone. J'ai toujours dit que développer la formation à distance, c'est déployer une pédagogie de l'apprentissage. Donc, on est loin du paradigme de j'enseigne, j'ai le contrôle de mes contenus, j'ai le contrôle de ma classe. On s'éloigne un peu de ça et on se préoccupe davantage du parcours d'apprentissage des personnes qui vont cheminer avec nous en formation à distance. Vous connaissez tous le matériel, vous en concevez énormément. Je voulais simplement accorder une petite attention à cet aspect-là pour mentionner que, en tout cas, dans le réseau avec lesquels on travaille, les 46 commissions scolaires qui font de la formation à distance, allez pas croire là qu'il n'y a pas de personnel enseignant déluré, intéressé par la formation à distance et capable de concevoir du matériel. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de conceptions locales, puis c'est très bien ainsi. Mais quand on parle de cours autoportants, on parle d'une expertise aussi, de design, de conception pédagogique. Alors, c'est pour ça que les concepteurs pédagogiques existent, coûtent plus cher à produire, mais quand vient le temps de diffuser la formation, bien, on est plus en approche tutorale qu'en approche directe d'enseignement. Des exemples de pratiques en évolution, conciliation travail-études, un DEP, diplôme d'études professionnelles en technique d'usinage, commission scolaire de l'énergie et la compagnie Marmen, 80 de la formation est donnée en entreprise. Et les formateurs en entreprise, les superviseurs de l'entreprise ont été formés, le personnel enseignant est très présent dans l'entreprise et le personnel enseignant demeure responsable de veiller à ce que l'élève apprenne. Et en passant, l'évaluation de sanctions n'est pas déléguée à l'entreprise. Dans un modèle de stage accru, l'évaluation de sanctions est conservée, cette responsabilité-là, conservée par le milieu scolaire. Un projet de RAC, alternance travail-études et formation à distance, DEP en carrosserie, commission scolaire des Rives du Saguenay. C'est un programme dont le besoin était très, très, très important en main-d'œuvre et qui était un peu boudé par les élèves. Alors, ils ont débuté par une reconnaissance des acquis et puis le reste de la formation est fait par alternance et par formation à distance en mode asynchrone et en mode synchrone. Et ça marche. À tel point que ce centre-là est en train de transformer son approche complète de tous les DEP en une approche RAC, ATE, FAD. C'est vous dire l'intérêt pour cette formule-là. Mais là, on gère autre chose. On gère des élèves qui sont à l'extérieur. Il y a un prof qui a questionné, qui a levé la main, qui a dit oui, mais là, quand on parle de carrosserie, là, il faut toucher la pièce pour voir s'il n'y a pas des rugosités. Comment vous faites ça? Là, le prof, tu as beau faire de la supervision à distance, avoir une photo, c'est pas suffisant. Ben, ils ont trouvé le moyen. Ils ont pris une petite pièce de carrosserie, ils ont mis ça avec quelques outils dans un coffre d'outils barré avec un code, ils ont envoyé ça par courrier. L'élève a reçu ça avec son superviseur. Il a débarré, il a travaillé cette pièce, il l'a peinte, etc. Puis tout ça, ça a été remis dans son coffre d'outils et retourné à l'école. Voyez-vous? Donc, il y a moyen d'utiliser son imagination puis de bien gérer le changement. Maintenant, ceux qui me connaissent savent que je transporte ces triangles-là depuis une dizaine d'années. C'est le triangle de Jean Houssaye. En enseignement traditionnel, je suis allée un petit peu vite, en enseignement traditionnel, le savoir est transmis par l'enseignant à l'élève. Il va concevoir son matériel, c'est lui qui est le responsable des contenus. En autodidactie pure, si vous voulez apprendre comment monter, je sais pas moi, des poissons, un aquarium à poissons, vous pouvez le faire, vous pouvez former vous-même, vous n'avez pas de dispositif pour ça. On en fait tous les jours de l'autodidactie, mais il ne faut pas confondre la formation à distance avec l'autodidactie, parce qu'en autodidactie, on est son propre éducateur. Alors qu'en formation à distance, bien, on a l'enseignant ou on a le tuteur qui va accompagner notre parcours. On a des ressources mises à notre disposition, on a une progression qui est vérifiée, etc. Pour ceux qui ça intéresse, il y a des gens qui m'en ont reparlé. La SOFAD a produit un site qui s'appelle Vers de bonnes pratiques en tutorat à distance. Justement, c'est gratuit, vous pourrez le consulter où que vous soyez. Et c'est un site de perfectionnement à l'intention de l'ensemble des personnels de toutes les commissions scolaires du Québec, en formation à distance ou pas, pour déployer
des activités de formation à distance. Maintenant, quel changement pour l'éducation? Avec tout ce qu'on vient de voir, les besoins de main-d'œuvre, l'alternance, la reconnaissance des acquis, les façons diversifiées de faire de la formation à distance, ça va prendre une offre de formation ouverte et reconnue, c'est-à-dire reconnue par les autorités ministérielles, en tout temps et en tout lieu. On va déplacer les cibles de formation des compétences de base vers des compétences spécialisées. Les gens seront de plus en plus nombreux à faire de la requalification pour du maintien en emploi. La rareté de main-d'œuvre, oui, il va falloir augmenter l'accès à l'emploi. Il va falloir reconnaître les apprentissages informels dans les activités productives et il va falloir diversifier l'offre de formation pour augmenter l'accès. ATE, FAD, RAC, temps partiel, formation en milieu de travail, etc. Mais tout ça balisé pour quand même assurer la qualité. Quel changement pour la FAD? Un meilleur arrimage des instances et de meilleurs partenariats éducatifs. Et là, ça se joue pas juste au niveau des centres de formation et des entreprises, ça se joue aussi au niveau ministériel, entre les ministères de l'Éducation et le ministère du Travail, entre les associations qui sont du monde du travail, la commission des partenaires, nous autres ici, là, la commission des partenaires du marché du travail, etc. La FAD, l'accès géographique, oui, mais surtout maintenant l'accès temporel, parce que selon les statistiques qu'on produit à chaque année, dans notre réseau, le plus fort taux de formation à distance est encore à Montréal. Alors, quand on dit améliorer l'offre de services dans les régions par la formation à distance, c'est bien, mais quand on sait que la formation à distance est appréciée par des gens qui sont à 10 minutes de leur établissement, on commence à comprendre où s'en va le citoyen qui a besoin d'apprendre tout le temps, donc un accès temporel. Une flexibilité et une hybridité de l'offre de formation. Combinaison RAC, FAD, ATE, enseignement individualisé traditionnel, le EI, c'est pas État islamique, c'est enseignement individualisé. Une baisse des frontières entre la formation initiale et la formation continue, l'élève au travail, le travailleur aux études. Une délocalisation des activités de formation, et ça fait très peur, mais n'ayez pas peur de les délocaliser. Maintenez un lien, maintenez une responsabilité éducative et délocalisez la formation là où elle est nécessaire. Personnaliser les parcours, usage du numérique et l'apprentissage mobile. Je crois qu'il me reste quelques minutes pour prendre des questions. Merci. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, j'ai découvert plein de choses dans un domaine où on connaît moins. On n'est pas habitué de parler de FAD dans un domaine de l'emploi, puis on s'aperçoit qu'il y a des connexions qui sont importantes à faire. Merci beaucoup. J'accepterai une question, commentaire, soit dans la salle ou sur le web. Denis, en as-tu? C'est beau. Alors, Mathieu? Dans vos études, est-ce que vous avez regardé le modèle dual allemand, là, le 70-20-10? Oui. Parce que une des choses qui me frappe à la fois dans le langage que vous employez et dans les perspectives, c'est il y a le eux et le nous. Il y a le nous scolaire, scolarisant, expert en tout, et le eux, directeur d'entreprise, des gens qui font des choses mais qui ne connaissent rien à l'éducation. Puis il me semble que dans le modèle allemand, c'est l'inverse. On revient à la notion de base de ce que c'est un apprenti et de ce que c'est une relation apprenti-maître avec le travail. Et moi, ça m'inquiète toujours quand je vois ces relents-là de langage scolarisant dans un contexte qu'on veut être de travail ou de mise des mains à la pâte. Oui. Et en tout cas, je serais curieux d'entendre ce que vous avez à dire là-dessus. Bien sûr, c'est une très bonne question. C'est certain que ici, on parle encore de partenariat éducatif. Quand je faisais le geste tout à l'heure, il y a le milieu scolaire qui est dans une logique éducative, le milieu du travail qui est dans une logique productive. Ces deux mondes-là ne s'interpénètrent pas. C'est un peu ça que je voulais dire. Mais ils se chevauchent pour un partenariat de formation qui est circonscrit dans le temps, dans l'espace. Ça fait plusieurs années qu'il existe un modèle d'alternance ou même d'enseignement coopératif québécois. Et il y a eu des missions depuis 2 ou 3 ans
des autorités du ministère de l'Éducation et même du ministère du Travail pour aller en Allemagne, pour aller en Suisse, pour jeter un œil à ces différents modèles-là. Le modèle québécois, il est quand même porteur et il ne faut pas oublier que en Allemagne, on a tout un encadrement socio-économique qui permet d'encadrer leur dual. Les programmes d'études, au lieu d'être conçus au ministère avec l'aide des entreprises, ils sont conçus éducation-entreprise conjointement. Il y a des congés de formation pour les travailleurs en formation. Il y a des salaires pour les superviseurs. Il y a des accréditations de superviseurs. Il y a des accréditations d'entreprise. Alors, ça fait des années qu'ils fonctionnent. Ça ne veut pas dire que c'est le paradis non plus, parce que lorsque l'entièreté, ou en tout cas une majeure partie de la formation se tient dans l'entreprise, lorsqu'il y a des désastres économiques dans des secteurs de marché, là, on dit où est-ce qu'on va se rabattre pour donner la formation parce qu'on n'a plus de lieu de formation. Donc, il faut quand même ramener à l'échelle locale ce qui est bon dans le modèle dual, l'appliquer chez nous, le récupérer. Et c'est ce qui a été fait au début des années 2000, 2004, 2005, 2006. Il y a eu un renouvellement de la documentation ministérielle sur l'alternance. Et on se sert de ça et maintenant, on essaie de le monter à un niveau qui est un petit peu supérieur. C'est pour ça, quand je parle de nous, quand je parle de eux, moi, je suis une partie prenante du partenariat éducatif. Pour l'expliquer, pour bien distinguer les rôles et les responsabilités de chacun, je les distingue justement, mais évidemment, c'est certain qu'il y a beaucoup de liens. Et souvent, puis je vais terminer là-dessus, souvent, on va dire, ah ben oui, on prend des stagiaires, mais on lui fait passer le balai. Ben, on n'est pas dans un partenariat éducatif, là. On est dans une entente de service, puis on est en bas de notre entente de service. Lise? Oui. Lise, tu permets un commentaire et une question en provenance du web, s'il vous plaît? Oui, allez. Oui. Alors, un commentaire de Pierre Landry qui dit « Avec la nouvelle technologie de réalité virtuelle et de réalité améliorée, surtout au niveau du toucher, tel qu'offre la compagnie Tactile, les défis du toucher à distance seraient résolus. » Oui. Oui, alors on s'appliquera aux défis olfactifs dans les cas des programmes de restauration, par exemple. De parfumerie. De parfumerie. Merci pour le commentaire. Question de Valérie Bellumeur maintenant. Dans une perspective d'industrie 4.0 et d'augmentation de l'automatisation, comment est-ce que la formation à distance pourrait contribuer au développement des compétences numériques de travailleurs qui sont en poste pour l'optimisation de l'utilisation des nouvelles technologies? Bien voilà, là, on parle de formation continue, on parle de formation sur mesure, on parle de l'usage du numérique dans les formations sur mesure. Donc, les personnes qui sont en poste ont des patrons qui vont mettre en place des activités de formation. Ça peut être des activités de formation définies dans le temps, mais ça peut être aussi une formation à même le temps de travail, mais il faut qu'il y ait des opérateurs de formation qui soient en mesure de développer le matériel d'apprentissage et puis de le suivre, et puis de le sanctionner parce que souvent, quand on fait des formations comme ça, bien, il faut arriver à une sanction. Souvent, ça va mener à des qualifications ou une augmentation des qualifications. Mais tous les établissements d'enseignement ont des services aux entreprises et des services sur mesure qu'ils peuvent offrir. Et les les entreprises, développent eux-mêmes une culture de formation qui leur est fort utile à cet effet. Merci beaucoup. Alors, on va passer à l'autre étape. Merci, Marcel. Oui.